Bonjour, on va parler aujourd'hui de la théorie du salaire d'efficience. Alors c'est une théorie qui voit le jour en 1957, d'ailleurs dans les travaux de Liebenstein, qui est un économiste qui avait observé que lorsque l'on augmentait les salaires, notamment dans les pays en développement, la population était mieux nourrie et donc plus efficace au travail. Alors cette théorie a été reprise ensuite dans les années 80 par différents économistes qu'on appelle post-keynésiens, qui ont adapté à un environnement plus actuel et qui vont utiliser cette théorie pour montrer que la théorie néoclassique du marché du travail, dans laquelle le salaire est une variable d'équilibre, eh bien, n'est pas forcément efficiente et ne marche pas à tous les coups. Leur idée est la suivante. Dans la théorie néoclassique, le marché du travail fonctionne comme un marché des biens et des services dans lequel se rencontre une offre, les salariés, et une demande, les employeurs. Et le salaire est le prix d'équilibre entre l'offre et la demande. Sur ce marché, le salaire doit être flexible afin de corriger les éventuelles surproductions ou pénuries, c'est-à-dire les situations de chômage par exemple. Et si les salaires sont flexibles, alors une baisse des salaires va augmenter la demande, va augmenter les emplois créés par les entreprises et faire diminuer le chômage. Or, ce que vont montrer les théoriciens du salaire d'efficience, c'est que les salaires ne baissent pas toujours et qu'il est parfois intéressant pour l'entreprise de maintenir un niveau de salaire plus élevé que les salaires d'équilibre. Alors, pour quelles raisons les entreprises vont-elles faire ça? Première raison, eh bien, si le salaire est plus élevé que le salaire d'équilibre, l'employé aura tendance à vouloir conserver son travail et à être plus efficace dans l'emploi qu'il occupe. Ça inverse la relation entre salaire et productivité. Pour le néoclassique, c'est la productivité qui va engendrer le salaire. C'est à partir d'une évaluation de la productivité que l'employeur va déterminer le salaire à lequel il va payer le salarié. Et bien là, pour les tenants du salaire d'efficience, c'est le salaire qui va influer, qui va déterminer une partie de la productivité. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le coût de rotation. Pour les entreprises, recruter du personnel, former du personnel, attendre qu'il soit le plus efficace possible, bien, tout ça c'est un coût. L'entreprise doit faire face à ces coûts et en mettant un salaire plus élevé, eh bien, ça leur permet d'éviter les démissions de ses salariés, et puis de conserver les meilleurs, et puis d'éviter également les situations perturbantes qui peuvent entraîner des licenciements parce que les salariés tiennent à leurs emplois. Et donc, tout cela fonctionne beaucoup mieux et ça évite à l'entreprise de dépenser de l'argent pour recruter, etc. Donc, ces raisons vont amener un certain nombre d'entreprises à maintenir un niveau de salaire plus élevé que le salaire d'équilibre, même en situation de chômage. Ce qui implique que le salaire n'est donc plus vraiment une variable parfaite d'ajustement, rapide et efficace, qui permet de corriger les dysfonctionnements et que donc un chômage durable, que les post-keynésiens vont appeler un équilibre de sous-emploi, peut se maintenir, qu'il ne s'agit pas d'un chômage volontaire et que le marché ne s'auto-régule pas tout seul et que le salaire n'est pas une variable d'ajustement. D'autres théories, notamment découpage du marché du travail entre les insiders et outsiders, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo, viennent de cette théorie du salaire d'efficience. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.